tous. Les élus du peuple se sont réunis en plénière ce lundi. Après débat, le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2015 a été adopté. Ce projet de calendrier prévoit notamment l'examen du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante. En outre, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Njalanjoko, a donné des explications sur le retard connu dans la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Suivez. L'on connaît désormais les matières qui devront être examinées au cours de la session ordinaire de mars, après l'adoption du projet du calendrier. Parmi les matières prévues figurent la proposition de la loi portant régime général des hydrocarbures, l'examen des amendements des règlements intérieurs, le contrôle parlementaire, le contrôle budgétaire et l'examen annuel de la Commission électorale nationale indépendante. Et en rapport avec le retard connu dans la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a fait une communication afin de donner les éléments de réponse sur la responsabilité des ONG. Conformément à la loi et avec l'appui du comité d'accompagnement, des listes ont été transmises au bureau pour arbitrage. La loi impose que chaque composante puisse présenter 2 noms. Mais après plusieurs semaines, c'est avéré que quelques composantes n'étaient pas à même de trouver un consensus pour présenter 2 noms seulement, 2 candidats, notamment la composante ONG des droits de l'homme. Et donc nous allons de nouveau, pour sauvegarder la transparence, convoquer une plénière du comité d'accompagnement, faire le constat, demander aux uns aux autres de pouvoir proposer notre nom. Et s'il n'y a pas de suite, nous serons obligés, et cela ne contrarie pas la loi, de présenter une commission nationale des droits de l'homme composée de 8 sur 9. Après l'adoption de ce calendrier de la session de mars, toutes les structures de la Chambre basse du Parlement s'activent pour apporter leur contribution à l'exécution du travail législatif et ainsi favoriser une production législative conséquente. Et juste avant cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, s'est entretenu avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Tito Ndumbi. Il s'agit de la toute première visite que ce dernier a rendue à Aubin Minaku en tant que chef de corps d'une grande institution de la République depuis qu'il a pris ses fonctions à la tête du CESAC. Les 2 hommes d'État ont discuté d'un sujet d'actualité concernant ce qu'ils qualifient d'acharnement médiatique orchestré contre le président de la Chambre basse du Parlement. Je suis d'abord venu voir le président de l'Assemblée nationale parce que depuis que je suis élu président du Conseil supérieur, je ne l'ai pas encore rencontré. Vous savez, c'est un chef de corps d'une grande institution. Je devais le rencontrer. Ensuite, avec lui, nous avons abordé quand même un sujet qui surprend. Depuis un certain temps, on sent un certain acharnement au niveau des médias sur sa personne. Et je voulais aborder ce sujet avec lui. Les médias ne comprennent pas que la liberté d'expression, la liberté de presse dans notre pays est garantie, mais sous réserve de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits des autres. Donc, c'est pour dire que les journalistes ne devaient pas se laisser instrumentaliser, parce qu'il y a ça, c'est un acharnement. On sent qu'il y a une certaine instrumentalisation, une certaine manipulation de la presse, et ça, ce n'est pas très bon. Les journalistes ne devaient pas prêter le flanc, devenir, je ne sais pas, le relais de certains discours politiciens. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a appris sa profession. Il doit faire le travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie. On ne peut pas publier n'importe quelle information. On doit aussi avoir le sens de la mesure. Et j'ai vu auprès du président de l'Assemblée nationale que c'est un homme très attaché à la liberté de la presse et qui ne veut pas recourir aux tribunaux, qui ne veut pas recourir à la justice, qui ne veut pas brimer les journalistes qui s'acharnent sur lui. Et il fait confiance à notre institution, le Conseil supérieur, parce que c'est ça notre travail, veiller au respect de l'éthique et de la déontologie.
À l'hôtel du gouvernement, la tradition a été respectée ce lundi. Le Premier ministre Matata Ponyo a présidé la réunion de la Troïka stratégique qui a approuvé le protocole d'accord signé par le gouvernement congolais, la cimenterie de Lukala et la cimenterie de Katana. Ce protocole sera assorti d'un contrat programme pour que la cimenterie de Katana puisse poursuivre ses activités. Et sur l'économie nationale, la croissance est toujours à 9,5% et la projection demeure celle de 10,4 d'ici la fin de l'année. Le compte rendu avec le ministre de l'économie, Bahati Lukwebo. La réunion de la Troïka stratégique de ce 23 mars 2015, présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre, a abordé comme d'habitude la situation politique, mais la situation économique au niveau international, mais au niveau national également. S'agissant des cours des matières premières, il a été noté que le cours du cuivre a encore baissé. Il est descendu à 5 692 $ la tonne. Sur l'économie nationale, le taux de croissance reste toujours à 9,5%. La projection demeure celle de 10,4 d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est des dossiers, la Troïka a approuvé le dossier, le protocole d'accord signé par le gouvernement et les cimentiers de Silou et de la cimenterie de Katana. Et à cet effet, la Troïka a approuvé le protocole d'accord qui sera assorti d'un contrat programme pour que la cimenterie de Katana puisse poursuivre ses activités. Et donc il n'y aura plus d'arrêt de travail, mais également au niveau de Silou, il est demandé que des efforts soient fournis et tous les 6 mois il y aura une évaluation parce qu'il est demandé aux actionnaires de fournir un effort pour que les allègements accordés par l'État ne puissent pas prendre une longue durée. Il a été aussi question de réfléchir sur la création d'une société mixte de pêche, la pêche en eau douce, mais également la pêche sur l'océan Atlantique, de manière à réduire sensiblement les importations de poissons, alors que le pays en regorge beaucoup. Investiture le week-end dernier du nouveau président namibien Nguyen Diop qui succède à Hifikepunye Pohamba. Le président de la République Joseph Kabila a été représenté à cette cérémonie à Windhoek par le vice-premier ministre, ministre de PT Antique Thomas Lohaka qui, à la même occasion, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la RDC accrédité en Namibie. C'est dans la soirée de vendredi que le représentant de Joseph Kabila a foulé le sol namibien. Accueilli ici par le ministre namibien du Tourisme, Pohamba Chifeta, et l'ambassadeur de la RDC accrédité en Namibie, Anastase Kaboba, Thomas Lohaka et toute sa délégation étaient installés samedi à la tribune d'honneur, aux côtés de nombreux chefs d'État, venus prendre part à cette cérémonie historique pour la Namibie. C'est au stade de l'indépendance de Windhoek que tout se passe. Pour le président sortant Pohamba, l'heure est venue pour le peuple namibien d'écrire leur histoire, car tout au long de son mandat, la stabilité de la Namibie était son champ de bataille. Arrive la cérémonie des prestations de serment du nouveau chef d'État namibien, marquée par la remise des symboles du pouvoir, notamment la Constitution de la République et le drapeau national. S'en est suivi l'échange de fauteuils. Avant de regagner Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de PT Antique Thomas Lohaka s'est entretenu avec l'ambassadeur de la RDC accrédité en Namibie et tout son personnel. Parlons justice. Dans ce journal, c'est ce 23 mars que s'est poursuivie la série d'audiences dans l'affaire opposant Vital Kamerhe à Wivine Moleka. Comparus sous réserve devant la cour, les avocats de Vital Kamerhe ont déclaré que leur client n'a pas été saisi suivant les normes respectives du droit. Une erreur d'adresse de résidence du prévenu aurait été signalée. Dans la réplique, les avocats de la partie Moleka ont tenu à démontrer combien la saisine de la partie était conforme à la loi. Sur ce débat, le ministère public a pour sa part confirmé la régularité de la saisine.
La Cour pour clore a promis de se prononcer dans une semaine. Et puis le monde a célébré le 22 mars la journée internationale de l'eau. Aujourd'hui encore, 3,5 milliards d'êtres humains boivent chaque jour de l'eau dangereuse pour leur santé. L'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement est donc un combat primordial pour le développement de l'humanité. C'est dans ce cadre que le gouvernement et les membres de l'Association des usagers des réseaux d'eau potable ont organisé une manifestation à la place du cinquantenaire. Chaque année, les personnes meurent des maladies liées à l'eau et à un environnement insalubre. L'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement est donc au centre de tous les combats dont l'humanité doit s'emparer pour assurer sa propre survie et son développement. Selon le réseau d'eau potable, la journée du 22 mars était celle de la conscientisation de l'opinion sur l'enjeu que représente cette denrée. La journée que nous célébrons aujourd'hui a proposé les thèmes suivants: l'eau et le développement durable. Ainsi, nous pouvons affirmer que les Azourep sont celles qui, dans la gestion quotidienne des réseaux d'eau qu'elles gèrent, tiennent compte de ces thèmes. Dans la mesure où il y a moins de gaspillage d'eau, car les fuites sur les réseaux sont immédiatement réparées, de même qu'il est quasiment impossible de voir un robinet couler sans arrêt, comme nous le constatons dans d'autres parties de la ville de Kinshasa. À travers l'implantation des forages d'eau dans les coins reculés du pays, le gouvernement semble prendre à cœur cette question, ce qui réjouit cette organisation. D'après le rapport d'une mission de la Banque mondiale, près de 10 millions de personnes bénéficient du système des réseaux autonomes de distribution d'eau potable à travers la République, soit 20% de la population. Dans la ville de Kinshasa, ce sont les quartiers périphériques qui en sont bénéficiaires, notamment Kimbanseke et Nsele. Un mot sur l'OADA, une délégation du cabinet fiduciaire d'expertise comptable et d'audit est en tournée de concertation et d'échange avec les pays de l'espace OADA pour réviser l'acte uniforme OADA. Et en RDC, cette délégation a été accueillie par la Commission nationale de l'OADA. Regardez. Cette rencontre illustre le rôle prépondérant que joue la RDC dans l'espace OADA. Aujourd'hui, le pays est appelé à réviser l'acte uniforme OADA qui souffrirait de certaines imperfections. On s'est posé déjà des questions sur tel article, par exemple, de cet acte uniforme qui donne à penser que dans une entreprise, il faut un seul commissaire aux comptes, alors que un ou deux articles plus tôt, il est dit qu'il en faut un ou plusieurs. Ça crée à confusion, ça prête à confusion. Nous avons également une disposition qui dit que la comptabilité se tient dans la langue officielle, il n'y a pas de problème, mais dans la monnaie nationale, c'est bon, mais nous avons, nous, dans notre système, quelques dérogations, notamment dans le secteur minier. C'est pourquoi nous voudrions qu'une petite fenêtre soit ouverte pour un certain nombre de spécificités. Voilà donc ce qui explique la présence du cabinet fiduciaire d'expertise comptable de conseil et d'audit dans la capitale congolaise. On est en train de préparer la révision de cet acte uniforme. La relecture en ce moment permettra de déceler les imperfections et compte tenu de l'évolution des techniques modernes à travers le monde, on cherche donc à perfectionner le dit acte. Une fois cette révision terminée, l'année 2016 sera une année consacrée à la vulgarisation du nouveau référentiel dans chaque pays membre de l'espace OADA pour que l'année 2017 soit l'année d'application effective de l'acte uniforme de l'OADA révisé. Rendons-nous au Bas-Congo, précisément au poste frontalier de Loufou, où le gouvernement veut construire des latrines publiques appropriées sur demande de la population. Ceci part d'un constat, la contrée avec une centaine de maisons ne compte pas plus de 2 latrines appropriées. Une équipe des humanitaires dépêchés sur place ont lancé le début des travaux. Cité frontalière, Loufou dans le Bas-Congo a de la cote depuis quelque temps grâce à son marché du même nom, approvisionné en marchandises de tout type provenant de l'Angola, mais également de RDC. Si cette place commerçante est aujourd'hui l'une des plus fréquentées, c'est essentiellement en raison de la diversité de biens proposés et des prix pratiqués, prix plutôt abordables. Ça c'est le pile de Loufou, son côté face est moins reluisant.
Tenez ici, sur une centaine de maisons, 2 seulement disposent de latrines appropriées, selon les statistiques de l'Organisation internationale des migrations et le témoignage de cet homme. C'est justement la raison de la présence de cette équipe dépêchée par le gouvernement